Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Cédric Doumbé. Comment ça va Cédric ? Ça va très bien Bart, merci pour l'invitation. Bah écoute, merci de toi de me recevoir. Là aujourd'hui on est chez toi, on est au milieu de ton salon. C'est très ça. Beau, très zen. Zen, putain, je pensais pas que c'était zen chez moi. Il y a un petit côté, à la fois il y a un côté zen et un côté, il y a beaucoup d'énergie. C'est vrai ? Ouais, il y a beaucoup de déco, donc il y a beaucoup de messages. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont des significations. Mm-hmm. Et on pourra en reparler plus tard. Ouais. Juste derrière moi, je vois tous tes trophées parce que t'es alors tu vas peut-être nous expliquer, mais t'es 9 fois champion du monde de kickboxing. C'est ça. Donc 5 fois au Glory, qui est la Ligue des champions. Exactement, du kickboxing. C'est ça. La plus grande compétition. Là en ce moment tu cherches à peut-être passer même en MMA. Et sûrement même. Sûrement. Oui. On attend ça avec impatience, on n'a pas eu une année facile. Non. Mais moi ce que j'ai adoré chez toi, et après on va commencer, c'est que t'es quelqu'un qui a un mental d'acier, qui t'est forgé, je pense, un vrai, à la fois un personnage, un mental, et tu t'en caches pas. Et j'aime bien un petit peu à la fois tu m'as parlé d'arrogance tout à l'heure, mais moi je pensais confiance plutôt, en soi. Exactement, plutôt de la confiance, exactement. Mmh. Et les gens font pas souvent la différence, tu vois, entre l'arrogance et la confiance. Malheureusement non. Et du coup, pour lancer un petit peu, moi j'aimerais bien savoir un peu qui t'étais quand t'étais plus jeune. Et la question un peu traditionnelle sur ces interviews, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, ce qui me vient comme ça là immédiatement, c'est qu'en fait, donc au départ, ma mère ne voulait pas du tout que je pratique un quelconque sport de combat. Elle était vraiment opposée à ça, c'était radical. Et en fait, mon premier souvenir, c'est quand elle est pas la première fois, mais quand elle est venue me voir pour ma première ceinture du Glory, c'est-à-dire ce qui était pour moi la consécration, le titre suprême. Elle est venue me voir à l'hôtel quelques heures avant que je n'aille dans le bus, et je me souviens, c'était la seule fois où j'étais hyper stressé. C'est vraiment la seule fois où je me chiais dessus, mais vraiment parce que c'était le combat le plus dur de ma carrière, et elle l'a vu en fait. Et ça, c'est le plus beau souvenir parce que pour une fois, je l'ai senti vraiment. C'était comme si c'était son combat aussi. Et émotionnellement, ça m'a grave touché. Tu vois, c'est l'un des plus beaux souvenirs carrément de ma vie. Parce que j'ai vraiment senti qu'elle était avec moi et elle a vu que j'étais très stressé, que j'étais pas comme d'habitude. Et elle m'a donné, comme on dit aujourd'hui, elle m'a donné une force incroyable. Et après, C'était le premier combat qu'elle voyait de toi ? Non, c'était pas le premier combat qu'elle voyait, mais c'était la ceinture, quoi. C'était le combat que j'attendais depuis mes débuts. C'était vraiment la consécration. Elle avait bien compris parce que je lui en parlais depuis des années de cet adversaire, de cette ceinture, de cette organisation qu'est le Glory. Et là, c'était la ceinture et j'étais pas du tout favori. Et elle voyait que j'étais pas bien à l'hôtel et que je doutais. Pour une fois, je doutais. Et elle l'a vu. Ok.
Et c'est marrant parce que tu laisses peu transparaître le doute. Ah non. Et là, tu l'as ouvert à ta mère. T'as une. Je suis un bon comédien, c'est pour ça. J'ai vu ça, on va en reparler, mais en plus, je sais que t'as des projets de faire du stand-up Du cinéma. et de faire un petit peu de cinéma. T'as fait une série, on en reparlera, mais Mhm. t'as commencé à quel âge le kickboxing et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un sport comme ça, tu vois, c'est les enfants normalement ils ont envie de, tu vois, de faire du foot, Ouais. ils ont envie de faire du hand. Bah alors, c'est marrant parce que au départ, donc je suis né au Cameroun. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, à Paris. Donc directement, j'ai vécu à Paris, j'ai découvert l'hiver, c'était super, magnifique. J'ai quitté le soleil et je suis arrivé en hiver. J'ai découvert les doudounes, les bonnets, les cagoules à l'époque que je détestais. C'était une sorte de bonnet où on voyait que mon visage et pas mes cheveux, pas ma tête. Et je détestais ça. Et donc ensuite, parcours scolaire, bah très bien, un très bon parcours scolaire parce que j'ai même sauté une classe. Ouais, ok. Parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, Bravo. le niveau au Cameroun, et je pense en Afrique, était vraiment plus élevé que le niveau de France à cette époque-là, en tout cas. Donc j'ai sauté une classe, ou peut-être c'était moi qui étais vraiment trop fort. J'ai sauté une classe, ensuite j'ai eu un bon parcours scolaire, et arrivé au collège, je crois que ma mère a eu peur de mes fréquentations parce que j'étais toujours le clown de la classe, celui qui voulait faire rire les autres, qui perturbait un peu, mais gentiment, quoi. J'étais pas Ouais. le mauvais élève. Ce qui revenait toujours dans mes bulletins, c'était Cédric a des capacités, mais il passe son temps à faire le pitre. Et donc, il y avait déjà, tu vois, cette prédestination à être comédien. Ensuite, je suis allé à Angoulême chez ma tante vivre. Ok. Et donc là, j'ai continué le foot parce que je pratiquais le football à Paris. J'ai continué le foot. J'étais en moins de 13. Ensuite, je sais même plus, je connais même plus les divisions. Quand je suis arrivé à Angoulême, donc j'avais T'as U13, U15, U17. ouais, je crois, voilà. comme ça. J'avais 14 ans, 15, 16. J'étais toujours dans le foot. Puis un jour, Quel poste pour attaquant, bien sûr, tu connais. les vérifier. Rapide comme l'éclair. Puis un jour, je pratiquais le foot. Puis un jour, j'ai mon cousin, Angoulême, qui m'a dit viens, en face de la maison, il y a une salle de sport, une salle de boxe. Je lui ai dit, oh, comment ça une salle de boxe? Il me dit, viens, je suis allé essayer un jour, c'était lourd. À la fin, on a fait des petits combats, je me suis battu avec un mec, c'était trop bien et tout. Je me dis, ah d'accord, bah vas-y, je vais venir essayer un jour. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je lui dis, ah, au fait, la salle de boxe, viens, on y va ce soir. Et un jour, après l'entraînement de foot, j'y suis allé avec mon maillot du PSG, mon short du PSG. Je suis arrivé, j'ai dit, ouais, je veux faire de la boxe. Et j'ai découvert que c'était du full contact en fait. Donc c'était pas de la boxe comme Mike Tyson ou Mohamed Ali, c'était du full contact, c'est-à-dire de la boxe américaine avec des coups de pied. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. J'y étais donc je me suis dit ok je vais pratiquer. Puis j'ai fait mon premier cours, j'ai kiffé. Et quand je ressortais de l'entraînement, tu sais, je pratiquais, enfin je reproduisais ce que j'avais appris, mais tu sais dans le vide, pour te montrer pour que je comprenne que j'ai vraiment kiffé quoi la discipline. Après, sans plus, c'est pas là où je me suis dit, tiens, je vais être champion du monde, non. Et ensuite, j'ai continué le foot. Puis, de temps en temps, je revenais après l'entraînement de foot à la boxe. J'ai fait ça pendant 2, 3, 4 semaines. Puis un jour, l'entraîneur il me dit, bon, Cédric, les cours d'essai sont terminés. Il serait temps de payer la licence, l'adhésion, tout ça. Et je voulais vraiment continuer. Ouais, tu prenais du plaisir. Ouais, je prenais du plaisir. Du coup, Tu te bats déjà quand ça fait 1 mois que tu fais du full contact et tout, il y a déjà des petits combats ou c'est vraiment à l'entraînement, vraiment beaucoup de tranquille. shadow Il y a beaucoup beaucoup de de shadow, il n'y a pas d'opposition, mais à la fin de chaque entraînement, on essaye quand même de faire des petites oppositions à thème. Et c'est ça qui me plaît déjà, tu vois, parce que je me teste avec les mecs, des mecs grands, des mecs plus lourds, des mecs plus jeunes, plus vieux. Donc c'est ça que j'ai kiffé en fait. Ce qui m'a plu, c'est l'individualisme en fait. Tu vois, c'est le fait que à la fin, je sors, je dis putain, je l'ai défoncé ou je me suis fait défoncer, tu vois. Bon, ça arrivait jamais, mais je veux dire, c'est toujours je, tu vois. Et c'est ça que je kiffais, tu vois, comparé au foot, ou alors, ou tu sais, je sais pas moi, quand tu t'es fatigué, tu te reposes un peu sur tes camarades. Si t'as pas envie, tu peux tricher, tu vois, tu peux faire semblant de courir. Je sais pas, c'est pas vraiment, comment dire, c'est peut-être dénigrant ce que je veux dire, mais pour moi, c'est pas vraiment gratifiant, tu vois, d'être un footballeur parmi tant d'autres. Alors quand t'es Cristiano Ronaldo, quand t'es Kylian, quand t'es Messi, bah bien sûr, c'est terrible.
parce que t'es le joueur. Mais je sais même pas citer les autres joueurs de l'équipe parce que tu vois, c'est juste l'équipe après, tu vois. Il y a Cristiano et son équipe. Il y a Kylian et son équipe. Alors que là, il y avait Cédric Doumbé, c'est tout, tu vois, et c'est magnifique. Et du coup, c'est ça que j'ai kiffé, je pense. C'est ce côté individuel, ce côté je travaille pour moi, quand je charbonne, quand je fais une bonne presta, c'est moi. Et quand je fais une mauvaise presta, bah, c'est moi, ce qui me permet de tout faire pour faire une bonne presta. Donc ensuite, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit assieds-toi, faut que je te parle. Je lui ai dit écoute bien. Tu lui avais déjà parlé? Non, jamais. Non, jamais. La boxe, les darons africaines, tu dis boxe, elle s'imagine Robert De Niro, Raging Bull, le nez cassé, les yeux, des trucs, même ma grand-mère. Je lui dis boxe, pour elle, c'est bagarre à main nue, tu vois. Jamais de la vie. Du coup, je lui dis assieds-toi, faut que je te parle. Déjà, elle se dit c'est bizarre, cet enfant, on m'a jamais parlé, donc qu'est-ce qui lui arrive? Je lui dis il faut que je te parle. Elle a dû croire que je voulais lui parler de l'école ou de je sais pas quoi. Je lui dis, écoute, en fait, en face de la maison, il y a une salle de boxe. Elle s'est levée direct. Elle m'a dit, il n'y a pas de boxe dans cette maison, c'est mort. Je ne veux pas que tu fasses de la boxe, il n'y a pas de boxe. Et moi, j'étais dégoûté. En fait, je suis resté bouche bée. J'étais cloué. Parce qu'en fait, j'avais préparé un de ses discours pour lui vendre le truc. Et j'ai juste dit, il y a une salle de boxe en face de la maison. Elle s'est levée, elle est partie, elle a mis fin à la discussion. Là, j'avais les larmes aux yeux, j'ai envie d'insulter tout le monde, de tout casser. Parce que j'avais tout prévu, tu vois. Et là, elle veut rien savoir. C'est-à-dire, je sais que c'est mort déjà. Tu vois, je peux même pas m'expliquer, c'est mort. Wow. Et là, j'étais deg. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, enfant très poli, très, très, très à l'écoute et qui fait toujours ce qu'on lui dit. J'ai continué d'aller à la boxe. Et j'ai failli y croire. J'ai failli croire à ce côté pas rebelle. Là, j'ai continué d'aller en cachette. Et j'avais toujours la pression du coach qui disait faut payer. Et je me suis débrouillé pour avoir. Tu sais, à l'époque, en Charente, on avait des coupons sport qui ont été offerts, mis en place par Ségolène Royal, qui était à l'époque, comment on appelle ça, la ministre chargée de cette région. Et elle avait mis en place des coupons sport, c'est-à-dire que chaque foyer, chaque élève au collège, au lycée, recevait ces coupons-là de 25 € chaque coupon pour payer une activité sportive. Du coup, j'ai payé avec ça ma première adhésion. Merci Ségolène. Merci Ségolène Royal, si vous m'entendez. Et du coup, donc ma mère, elle travaillait à Paris, toujours. Elle descendait tous les week-ends à Angoulême. Et donc chaque semaine, tous les soirs, elle m'appelait, elle me dit t'étais où, tu faisais quoi? Et moi, donc tantôt je lui disais j'étais au foot, et tantôt je lui disais j'étais à la boxe. À chaque fois elle me disait je t'ai déjà dit de pas aller à la boxe. Je lui dis mais je suis allé regarder. Elle me dit oui mais tu vas plus là-bas, je veux pas que tu fasses de la boxe. Je lui dis non mais t'inquiète. Donc c'était ça. Lundi, ouais j'étais au foot, ouais j'étais à la boxe, regardez, j'ai fait un peu mais il y a rien. Et en fait chaque week-end elle me voyait. Elle voyait que j'avais rien sur le visage, elle voyait que j'étais pas marqué, qu'en fait ça provoquait rien en fait la boxe, tu vois. Elle voyait qu'il y avait pas de conséquences parce que des fois je disais boxe, foot. En fait j'allais à la boxe. Et à un moment je lui dis ouais boxe et en fait elle s'y est fait et elle a pas trop le choix en même temps, tu vois. J'ai forcé le truc, j'ai dit boxe. Et un jour j'ai eu mon premier combat. Bien sûr elle est pas venue. C'est à quel âge ton premier combat? Premier combat c'était 1 an plus tard, à 17 ans. Ok. Elle est pas venue parce qu'elle voulait pas voir ça, elle avait peur. Et ma tante est venue. Et ensuite, j'ai eu mon deuxième combat qui était dans la ville, à Angoulême. Et ma tante a motivé ma mère, a vraiment tout fait pour qu'elle vienne. Ma mère est venue. Par contre, elle a pas regardé le combat. Elle était présente, mais elle a pas regardé. Elle a tourné la tête tout le combat. Elle a regardé que la décision. Elle a crié. Voilà, c'est tout. Et c'est parti comme ça. Après, elle venait pas au combat parce que c'était à chaque fois très très loin, tu vois. À Lyon, j'ai boxé à Marseille, j'ai boxé à Lille, j'ai boxé à Strasbourg, tu vois. Elle se déplaçait jamais. Et tu vois, jusqu'à ce fameux combat dont je t'ai parlé. Okay. Voilà comment ça a commencé avec la boxe. Sacrée histoire. Et un peu sur la partie de toi, ce que tu ressens sur un ring. T'as parlé un petit peu de ce côté un petit peu individuel où tu as tes responsabilités, où il y a que toi et ton adversaire et que toi face à toi-même. Et est-ce que tu saurais un peu maintenant avec le recul trouver c'est quoi les émotions que tu as sur le ring quand t'es un petit gamin? C'est genre t'as peur, t'as
tu te sens responsable, tu te sens puissant, tu saurais dire un peu ou parce que tu vois, moi, je me vois à ton âge dire à maman j'ai envie d'essayer et tout. J'y suis allé une fois, je me suis pris une patate, j'ai dit plus jamais, tu vois. Et bon, après, je suis revenu, je me suis mis au rugby, tu vois, quand j'avais 18 ans et j'ai adoré, c'était génial. Mais, ce qui est pas si différent que la boxe, finalement. C'est pas si différent, ouais. C'est pas si différent. Et après, il y a un truc, c'est peut-être moins intense, tu vois, en termes de coups, et puis il y a le visage aussi est protégé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que quand la tête, elle sonne, ça fait pas pareil. Mais ouais, moi, je voulais te demander, ouais, c'était quoi il y avait le côté individuel qui te plaisait et tout, mais est-ce que, tu vois, par rapport au sport de combat en tant que tel, est-ce qu'il y avait un truc qui te faisait kiffer, tu vois, ou alors, clairement, tu vois, c'est une question que je me suis souvent posée. La question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a plu dans le combat comparé au sport collectif. Qu'est-ce qui m'a plu dans l'individualisme, en fait. Je me suis souvent posé cette question, hein, c'est vrai. Et avec mon expertise de psychologue médiocre, ma petite expertise de psychiatre et de psychologue, je me suis trouvé cette conclusion, la suivante. Alors, je me suis dit que c'était peut-être, tu vois, que j'avais peut-être ce besoin de satisfaction, ce besoin d'approbation en fait d'autrui. Tu vois, j'avais peut-être besoin qu'on me dise c'est bien Cédric, tu vois, t'as géré Cédric. C'est peut-être tu vois, cette goutte, mais une petite goutte d'égocentrisme qui a fait que j'ai préféré l'individualisme au collectif, tu vois. Ouais. Parce que j'aime récolter les lauriers, j'aime j'aime assumer en fait, tu vois. Si je merde, c'est moi, il y a pas de souci, je vais tout faire pour mieux faire. Si je fais bien, si je gère, bah c'est moi, il y a que moi qu'on gratifie, tu vois, et personne d'autre, tu vois. C'est pas le mec, il a été remplaçant à la Coupe du Monde et il dit je suis champion du monde. Non, frère, t'es pas champion du monde, tu vois. Donc c'est peut-être ça, ce côté, voilà, c'est ce besoin de satisfaction ce besoin de reconnaissance, ouais, exactement. Ce besoin de reconnaissance qui a fait que j'ai préféré le sport de combat. Alors, bien sûr que je me suis découvert un talent. Hein. Si j'étais claqué, j'aurais pas continué. Si je prenais que des patates et que mon nez n'arrêtait pas de saigner, j'aurais arrêté. Mais tu vois, c'est le mix des deux, je pense. Tu vois, j'ai découvert ce talent, j'aimais ça, tu vois. Et ce besoin, je pense, de reconnaissance, tu vois, j'avais besoin de montrer que j'étais bon, quoi, que je pouvais bien faire les choses. Ensuite, il y a, comment dire, comme j'ai dit, ouais, je me suis découvert un talent, mais je voulais dire, c'est ce côté, je suis grave compétiteur, tu vois, j'ai un fort caractère. Je sais pas si ça se voit ou si on peut le voir comme ça dans les vidéos, dans les interviews, dans le combat, mais moi, je suis un guerrier au sens propre et au sens figuré. Je m'explique. C'est-à-dire que dans le ring, ce que je ressens, bien sûr, avant le combat, c'est je stresse, tu vois. Mais ça, tu vois, il y a ce côté aussi orgueilleux qui fait que jamais je vais le montrer. Tu verras jamais, tu vois. Moi, quand je dis aux gens que je stresse avant le combat, ils hallucinent parce qu'ils se disent, mais à quel moment tu stresses? Tu vois, dans les vestiaires, tu rigoles, tu fais le con. Et quand tu montes dans le ring, tu danses. Et quand tu es dans le ring, tu mets KO. Enfin, à quel moment tu stresses? Et moi, je leur explique que je stresse 30 minutes avant de monter dans le ring. Je me pose, il y a toutes les questions du monde qui passent par ma tête, tu vois. Est-ce que je me suis bien entraîné? Est-ce que la boxe, parfois, ça peut être aléatoire, tu vois. La boxe, c'est pas que tu t'entraînes, t'es bon, c'est bon, tu vas gagner. Le meilleur gagne forcément. Non, le meilleur peut perdre. La boxe, il y a ce côté aléatoire, il y a ce côté aussi, ce qui fait qu'un champion est un vrai champion, c'est qu'en fait, il y a plein de mecs qui sont bons à la salle. Tu sais, il y a des mecs à l'entraînement, ils sont trop forts, tu vois. Ils ont un cardio de fou, ils ont une force de fou, ils gèrent la salle. Mais en compétition, ils flopent. Tu vois, dans tous les sports, c'est comme ça. Il y a toujours des mecs qui sont hyper bons à l'entraînement, en compétition, ils flopent. Mais ce qui fait la différence avec les champions, c'est que le champion, il peut être ce qu'il veut à l'entraînement, mais à l'instant T, au moment M, tu vois, à la seconde S, il va être performant, mais il va être au paroxysme de sa performance. C'est ça qui fait un vrai champion. C'est qu'il y a pas de demi-mesure. C'est au moment où on l'attend, il va performer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça me rappelle un peu l'équipe de France, tu vois. Souvent, l'équipe de France, dans les matchs amicaux ou dans les matchs où il n'y a pas vraiment d'enjeu, ils vont être, voilà, bof.
Mais dans les grosses rencontres, c'est là où l'équipe de France va vraiment performer. Et c'est ça qui me fait kiffer chez eux. Ok. Donc c'est ça en fait. C'est moi mon caractère en fait. Dans le ring, je suis comme ça. Je stresse pas quand je suis dans le ring. Je suis un compétiteur, c'est-à-dire je supporte pas la défaite. Que ce soit une partie de Uno ou un combat de boxe, je supporte pas la défaite. Toi, tu dois être facile à vivre. Pas du tout. Il y a des gens qui peuvent en juger. Là, je déteste perdre. Et tu vois, même si je te le montre pas. Depuis tout petit, tu détestes perdre? Ouais, depuis tout petit, j'ai cet esprit de compétition dans tout. Je déteste perdre. Une partie de cartes, je vais perdre, je vais sourire, on va en faire 10. C'est ce que je te batte autant de fois que tu m'as battu. Et ouais, j'aime pas, tu vois, la console, pareil. Et donc, c'est cet esprit de compétition qui m'a poussé à faire très vite de la compétition, tu vois. Je devais en faire même avant 1 an, mais je me souviens, il y a eu un intempérie et on n'a pas pu se déplacer pour aller faire cette compétition. Du coup, j'ai fait mon premier combat 1 an après mes débuts. Mais tu vois, j'ai toujours voulu me tester. Tu vois, je me testais à l'entraînement. Je me suis dit, attends, j'aimerais bien me tester avec des mecs qui sont d'une autre ville, tu vois, et ainsi de suite. Tu vois toujours plus grand. Et jusqu'à ce que je me dise, en fait, je suis bon. Tu vois, les gens qui te complimentent, les gens qui te disent, j'ai rarement vu ça, j'ai rarement vu un punch pareil, etc., etc. Et là, je te dis, putain, je peux vraiment faire quelque chose, en fait, à l'international. Jusqu'à ce que tu te dises, en fait, je peux être champion du monde, en fait, je peux niquer tout le monde. Et du coup, dans le ring, c'est ça, tu vois, j'oublie tout. La première fois que je me suis expatrié, je suis allé en Hollande et mon premier coach. C'est un peu pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est un peu le temple du kickboxing pendant assez longtemps. C'est ça, ça a été le temple du kickboxing et même de la boxe thaïlandaise à une époque parce que justement les Hollandais sont allés prendre le savoir thaïlandais et ils l'ont rapporté en Hollande et c'était des tueurs même en boxe thaïlandaise. En tout cas, à une période, c'était vraiment la référence en matière de kickboxing, de sport de combat. La Hollande. Du coup, moi, quand j'ai pris mon sac à dos, on va en parler si tu veux tout à l'heure, je suis allé en Hollande. Mon premier coach étranger m'avait expliqué qu'en fait, le stress de la boxe est incomparable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre stress dans le monde comparable à celui du combattant qui monte dans le ring, excepté celui du guerrier qui va à la guerre. Mais du vrai guerrier, comment on appelle ça, du soldat, voilà, du soldat qui va à la guerre. C'est le seul stress qui est comparable à celui de la boxe. Donc en fait, c'est la peur de la mort en fait. Tu vois, t'as peur de mourir, t'as peur d'être par terre et d'être blackout. Tu vois, t'as peur d'être KO devant. Ouais, c'est ça, devant une foule, devant des millions de téléspectateurs. Tu vois. Et moi, on va ajouter. Sachant que tu te la racontes pendant 2-3 mois et tu dis que tu vas niquer ton adversaire, tu vois. Donc là, tu as vraiment tout à prouver et tu as tout à perdre. Donc c'est un stress de fou, tu vois. Je sais pas si tu t'imagines, tu arrives gladiateur en fait, tu vois. Tu arrives dans une arène, tu as tout le monde qui t'observe. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver. T'as la pression. Voilà, t'as parlé, maintenant assume. Donc tu vois, et moi dans le ring, tu vois, bien sûr que dans les vestiaires, 30 minutes avant, je pense à ça, je dis putain, j'ai trop parlé, je peux pas merder là, je peux pas flopper. Et une fois que je fais mon entrée... En fait, tu te mets tout seul la pression. Tout seul, mais c'est ça qui me permet de performer, je crois bien, tu vois. Des fois, je suis là, devant mon téléphone, je lance des pics, ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire tout seul. Et après, je me dis, putain, hey gros, t'as intérêt d'assurer parce que là, si tu perds, t'es dans la merde. Et c'est ce côté taquin aussi, tu vois, que j'ai, qui est dans mon sang. T'as vu, je suis Camerounais, nous, on est vachement comme ça. On aime bien la chambrette, tu vois, on se prend pas au sérieux. Et je me ferais chier, tu vois, si c'était vraiment aussi plat, tu vois, que le meilleur gagne. Je me suis bien entraîné, on verra bien. C'est Dieu qui donne, etc. Non, tu vois. Moi, si je m'entraîne, en plus, je pense que c'est un peu hypocrite parce que tu t'entraînes pour gagner. Donc, si tu t'entraînes pour gagner, c'est que tu penses que tu seras meilleur que lui. Donc, si tu montes dans le ring, c'est pour le battre. Dis-le, tu vois. Ne dis pas non, ben on verra. Non, tu vois. C'est quand on monte, sinon change de sport. Donc, tu vois, dans le ring, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'oublie tout. Je kiffe mon instant. J'ai confiance en mes armes. Et en fait, tu vois, depuis tout petit, mais ça, c'est véridique. À chaque fois, dans les vestiaires, je me dis, mais de toute façon, il peut pas me battre. Tu vois, j'ai un talent de fou. Je suis trop fort. Je me suis entraîné. J'ai pas négligé un entraînement. En fait, il peut pas me battre. En fait, j'ai tellement confiance en ce que je veux accomplir que je me dis, c'est écrit. C'est-à-dire que je dis, c'est pas possible que je floppe à ce moment-là parce que j'ai tout fait, en fait. Et donc, c'est ma destinée de gagner et d'atteindre mon but. Si je ne merde pas, tu vois, dans les préparatifs,
il n'y a rien qui peut rater. Donc, si je me suis entraîné à 100%, je suis prêt à 100%, j'ai fait tous les entraînements, la diète, elle a été impeccable, je me suis reposé, j'ai tout bien fait, c'est impossible que je perde. Tu vois, c'est impossible. Et quand tu montes comme ça, je te garantis que l'adversaire, il sent l'énergie que tu dégages et le mec, il se plie. Tu vois, il se plie à toi. C'est comme quand on raconte souvent ça, tu sais, t'as un accrochage sur la route, le mec, il te klaxonne, je sais pas quoi, ça s'embrouille, il t'insulte. Et quand tu sors de ta voiture avec une énergie qui est telle que même si tu pèses 20 kilos et que le mec, il en fait 100, le mec, il va fermer sa bouche parce qu'en fait, c'est ce que tu dégages, en fait, tu vois. C'est une assurance, une confiance en soi qui fait que tu peux déplacer des montagnes. Ouais. Et tu vois, ça, je le comprends bien maintenant que, tu vois, t'es le champion qui a tout gagné. Tu vois, maintenant que tu as je pense que la première fois que t'es champion, tu te dis, ok, bah, maintenant, à partir de maintenant, c'est moi le meilleur, donc je vais tout mettre, si je fais tout en place, normalement, je gagne à chaque fois, tu vois. Ouais. Mais, tout à l'heure, t'as parlé de ton premier titre et de ce doute que t'avais avant. Ouais. Tu pensais à quoi à ce moment-là? Ce doute que j'avais, en fait, tu vois... Tu l'as eu d'autres fois avant, peut-être? Non, jamais. Jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai signé pour cette organisation, donc la Ligue des Champions, le Glory. Ensuite, ils croyaient pas du tout en moi, tu vois, parce que, tu sais, j'ai toujours été le combattant qui disait je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça, c'est ma phrase, c'est mon slogan. Depuis tout petit, c'est mon slogan. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Et avant chaque combat, j'envoyais ça à mes adversaires, je mettais ça sur les réseaux sociaux, Facebook. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne, tu vois. Et ça restait. J'arrêtais pas de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et ça m'attirait en fait les foudres des vrais meilleurs qui étaient affirmés, étaient des champions de l'époque qui disaient mais c'est qui ce guignol? Je suis le meilleur, mais t'as fait quoi en fait? T'as rien fait, tu dis. Et moi je disais je suis le meilleur, je vais tous vous battre. J'arrive, je vais tous vous battre. Organisez les combats, j'arrive et je vous fume tous. Je vous mets tous KO. Et les gens, ils se disaient, mais c'est un fou ce mec, tu vois. Ouais. Il a rien fait dans le sport et il dit que c'est le meilleur, etc. Et chaque combat, je gagnais, tu vois. Chaque fois que je disais que j'allais mettre KO, je mettais KO. À chaque fois que je disais que j'allais gagner, je gagnais le combat. À chaque fois que je promettais une bonne perf, je faisais, tu vois, j'offrais une bonne perf. Du coup, tu vois, on prenait toujours pas au sérieux, tu vois, parce qu'on se disait, ouais, mais c'est le mec, il a rien fait. Donc, je signe pour le Glory. C'était un coup de chance. Je vais te raconter l'anecdote. À chaque fois dans les réseaux, je mettais Glory, hashtag Glory22. À chaque publication, je mettais hashtag Glory22. À cette époque-là, c'était le Glory 6. C'était la 6e édition du Glory. C'était tout récent, tu vois, le Glory. Et quand je voyais ça à la télé, je me disais, putain, Glory, c'est un truc de fou, ça. Un jour, j'espère que je boxerai là et tout. Je voyais vraiment, il y avait que des tueurs dans cette organisation. Et moi, j'étais un gamin, je sais plus, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, 16, 17 ans. Même pas, non, 18, 18. Et je voyais ça, je me disais, putain, un jour, j'y serai, tu vois. Glory 22. Et à chaque fois, je mettais en hashtag Glory 22, tu vois, comme ça, tu vois. Je pouvais mettre une photo avec ma maman, je mettais hashtag Glory 22. Parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être que quand ce sera le Glory 22, je serai assez fort et ce sera mon tour, ils vont m'appeler. Et donc, les années passent. Glory 16, 18, 19. Et là, je me dis, putain, 22, c'est bientôt, tu sais, ils m'ont pas appelé. Je me dis, en même temps, il y avait vraiment très peu de chances pour qu'ils m'appellent et que le hasard fasse bien les choses. Et là, Glory 20, 21, et finalement, Glory 22, pour la première fois en France. Et là, je me dis, putain, en plus, c'est pour la première fois en France, et ils m'ont pas appelé. Je suis deg. Je me dis, mais la coïncidence, quand même, Glory 22 pour la première fois en France, c'est un truc de ouf que ce soit en France pour la première fois. Et à cette époque-là, c'était le champion de l'époque, Karim Gadji, qu'ils avaient appelé, ce qui est logique, hein, c'est le français de l'époque, champion, qui avait tout prouvé, etc. Et je me suis dit, putain, merde, bah peut-être, puis je vais changer mon hashtag, peut-être, je sais pas, moi, Glory 30, tu vois, peut-être qu'ils vont m'appeler. Et un jour, je suis aux toilettes, je sors, je me lave les mains, tac, enfin là, je suis obligé de dire que je me lave les mains, sinon ça fait bizarre. Donc, je me lave les mains et mon téléphone sonne, j'ai les mains mouillées, je me rappelle. Du coup, à cette époque, c'était un agent qui m'avait un peu pris la tête, à qui je parlais plus, tu vois, qui m'avait manqué de respect et je voulais plus lui parler. Et je vois le téléphone qui sonne. Et tu sais, j'ai pas envie de répondre. Je dis, vas-y, mais lui, j'ai pas envie de lui parler, tu vois. Je lui ai dit d'aller se faire foutre gentiment à une époque. Donc là, je sais pas pourquoi il m'appelle. Donc vas-y, tu sais quoi, je m'essuie les mains, je me sèche les mains vraiment lentement, la flemme et tout. Je prends mon téléphone. Allô? Oui, allô Cédric, comment tu vas? Je dis, ça va. Alors j'ai
J'ai essayé de te joindre, j'avais pas ton numéro, t'as changé de numéro. Bon, bref, sans passer par 4 chemins, est-ce que ça t'intéresse de boxer au Glory 22? Wow. Et là, je me dis, quoi? Mais non. Et là, je lui dis, ouais. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Il dit, ah, parce que Karim est blessé, et du coup, on cherche un remplaçant. Là, je me dis, putain, je dis, ouais, bah vas-y, ouais, je suis chaud, hein. Ok, écoute, je te recontacte, tu m'envoies ton mail par SMS, je t'envoie tous les documents à remplir et on fait ça. C'est bon, t'as quel poids là? Ouais, je suis au poids. Ok, vas-y, on reste en contact. Ok, merci. Tac, je raccroche. Oh là là. Et là, j'appelle ma mère. Je dis, waouh, je vais boxer au Glory. C'est un truc de fou. Et du coup, j'ai signé au Glory. J'accélère. J'ai fait mon premier combat au Glory, etc. Ensuite, c'était pas un contrat. Tu vois, c'était un remplacement. Donc, j'avais pas signé avec le Glory. J'ai signé pour un one shot. Du coup, après, il me rappelle pas pour le suivant. Et un jour, Glory à Paris encore. Tu vois, c'était le Glory, je crois que c'était Glory 28 à Paris. Et là, on m'appelle, cette fois-ci pour signer un contrat de 2 ans, tu vois. Ouais. Et à cette époque, j'ai combattu Murtel Grenard, qui était le numéro 2 au classement. Donc pour te dire, ils n'avaient pas confiance en moi, c'est-à-dire qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils ont mis cette personne-là, ce numéro 2 mondial, face à moi, à Paris, en fait, pour qu'il gagne, tu vois. Pour qu'il brille à Paris, tu vois, il voulait le faire monter en fait. En face, exactement, tu vois. Pardon. Et du coup, moi à cette époque-là, je savais pas. Moi, j'étais juste content qu'il m'appelle pour signer un contrat, c'était lourd. Mais ils m'ont mis ce numéro 2. Du coup, tu vois, il faut savoir que moi, j'ai jamais vraiment eu de coach, tu vois, à part mon formateur du début, qui était à la salle en face de chez moi. Ensuite, quand il a arrêté pour raison personnelle, j'étais là, je vagabondais, je m'entraînais un peu tout seul, tu vois. Donc je suis allé à Saintes. Saintes, c'est une petite ville à côté, en Charente-Maritime. Je suis allé à Saintes chez mon ami Brahim Hanafi qui a une salle de boxe qui est toujours d'actualité là aujourd'hui. Et je lui ai demandé son aide. Je lui ai dit, écoute, faut qu'on s'entraîne, comment on peut faire? J'ai le Glory, etc. Je veux que tu sois là avec moi, que tu m'accompagnes. Du coup, chaque semaine, je faisais ça, des allers-retours. Je faisais Angoulême-Saintes, ça faisait quoi, 45-50 minutes de route. Tous les matins, je faisais ça, tu vois. Et j'allais m'entraîner avec Brahim, on s'entraînait, on faisait des préparations, des escaliers, des trucs, je me préparais à fond. Je contactais les médias par moi-même, France 3 régional, Poitou-Charentes. Je me débrouillais tout seul en fait, tu vois. Et finalement, j'ai fait ce combat et j'ai gagné. C'était à Paris, ma mère était là, ma grand-mère, tout le monde. J'ai fait ce combat à Paris, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné au point, j'ai fait un super combat, je l'ai chambré, tu vois, j'ai vraiment surclassé, tu vois. Et tout le monde était surpris. Les gens ils disaient putain, ce mec-là, c'est vraiment un fou, tu vois. Il dit des trucs et il fait ce qu'il dit. C'est à ce moment-là que tu t'es fait un peu vraiment remarquer? C'est à ce moment-là, ouais. C'est parce que le mec, il l'avait toujours dit. Et là, il est en train de surpasser tout le monde. Il est en train de faire ce qu'il disait, en fait, tu vois. On croyait pas avant. On pensait que c'était un guignol qui disait je suis le meilleur, que le meilleur gagne. Et là, il est en train de battre, en fait, tu vois, les mecs, petit à petit. Et on sait pas où il s'entraîne, on sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il gagne. Il est toujours au rendez-vous. Puis donc, pour revenir à la question initiale, j'arrive à ce fameux Nicky Holzken, invaincu depuis 6 ans, invaincu en 12 combats, invaincu au Glory, dans cette Ligue des Champions, invaincu. Personne n'a jamais réussi à le battre. Le numéro 2 s'y est frotté 3 fois et a pêché 3 fois. Et puis, on m'appelle un jour, on me dit, écoute, vu que tu as battu Murtel, qui est le numéro 2, là, on va organiser un gros événement en Allemagne avec Bader Hari, que tu dois connaître, qui est le poids lourd hyper connu marocain, qui est une légende dans le kickboxing. On va organiser un combat entre Bader Hari et Rico Verhoeven, qui est la star hollandaise du kickboxing. Et en co-main event, on va mettre Nicky Holzken face à toi, étant donné que tu as battu le numéro 2. Donc logiquement, ce sera un championnat du monde. Donc Nicky Holzken va défendre sa ceinture face à toi. Est-ce que ça te dit? Moi, je dis, mais bien sûr que ça me dit. Tu vois, j'en rêvais, moi, de combattre ce Nicky Holzken. Et quand je regardais le Glory 6, je t'en parlais tout à l'heure à l'époque, je me disais, putain, il est vraiment fort, ce Nicky. Je voyais, il avait combattu Karim Ghazzi, justement, qu'il a mis KO, tu vois, il l'a mis en sang, il l'a mis KO. Et là, je me disais, putain, Nicky Holzken, j'espère que quand je combattrai au Glory, il y sera plus, parce que c'était trop fort, ce mec, tu vois. Déjà, tu vois, à l'époque, c'était, pas je l'enviais, mais je l'admirais. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, c'était un tueur, déjà à l'époque.
Et je me disais, j'espère qu'il sera plus là, moi, quand je vais arriver dans le circuit. Et il était encore là, on m'appelle pour le combattre. Je me dis, putain. Tu sais, sur le coup, je suis content. Je dis, ouais, lourd, etc. Quand je vais annoncer ça, les gens, ils vont être comme des oufs. Et quand je raccroche, je me dis, putain, Nicky Holzken, ça va être chaud, frère. Et moi, je m'entraîne tout seul. Je suis là, je suis en galère. Et là, il y a Nicky Holzken que je dois combattre. Le mec qui est juste invaincu. Le mec imbattable. Je me dis, écoute, confiance, tu vois. Je crois en moi à 1000%. On va y aller et on va faire le combat qu'on n'a jamais fait. Du coup, pareil, je m'expatrie, je fais la rencontre d'un coach en Belgique. Je vais en Belgique, tu vois. D'ailleurs, j'ai vécu en Belgique pendant 1 an. Je suis allé m'entraîner là-bas 2 mois non-stop en Belgique avec Samir Majoubi, qui est encore en Belgique aujourd'hui, qui pour moi est le meilleur coach de kickboxing que j'ai jamais eu, tu vois. Okay. C'est lui qui a vraiment fait évoluer ma boxe, qui m'a fait comprendre le kickboxing. Il m'a fait comprendre un autre aspect du kickboxing. Franchement, ça a été un tremplin de fou, ce coach, tu vois. Et du coup, on m'appelle pour Nicky Holzken. Je me dis, putain, évidemment, pourquoi on me met face à Nicky Holzken? Déjà parce que j'ai battu le numéro 2 à l'époque, et aussi parce que ils veulent faire briller Nicky Holzken, tu vois. C'est-à-dire ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, tu vois, parce que moi, j'avais pas assez d'expérience dans le métier. Mais ils m'ont mis moi parce qu'ils se sont dit, bon, lui, il fait le show, tu vois, et il suscite un peu l'engouement du public. Puis il va se prendre une rouste. Puis il va se prendre une rouste et ça va faire un peu de hype autour du combat, et voilà, c'est bien pour nous. Donc, je saisis la chance, je saisis l'occasion, je m'entraîne en Belgique avec Samy, on s'entraîne. Je contacte les médias. À l'époque, j'ai contacté France Télévisions, tu vois. Ils ont appris ce combat et ils sont venus direct en Belgique. On a fait un reportage. C'était magnifique, c'était lourd. Je m'entraînais. Puis, on arrive à ce combat-là et donc, dans cette fameuse chambre d'hôtel, la veille du combat, c'est là où, tu vois, il y avait ma mère qui a fait le déplacement de France, qui est venue en Allemagne, on était tous dans le même hôtel. Ce sont des moments magnifiques, tu vois, même quand là j'y pense, ça me fait chaud au cœur parce que une fight week, comme on appelle ça, en fait, c'est-à-dire que nous, on arrive toujours une semaine avant le combat à l'hôtel, tu vois, un peu comme les joueurs de foot qui vont, je sais pas combien de temps avant, qui sont isolés dans leur hôtel. Ben, nous, c'est pareil. Et moi, ma famille arrive toujours 2 jours avant le combat. Du coup, tu vois, cette Fight Week, c'est vraiment une ambiance spéciale. Tu es là, tu manges à l'hôtel, tu t'entraînes un peu, soit à l'hôtel, soit dans une salle dans la ville, tu visites un peu. Il y a la pesée. Il y a la pesée qui est la veille du combat. Donc, c'est vraiment une ambiance spéciale. Des fois, tu vas croiser ton adversaire au loin, tu vois, tu vas voir sa team, tu vas voir des supporters. C'est un mood spécial. Tu es dans le combat sans y être vraiment, tu vois, mais tu es quand même dedans parce que tu es dans l'ambiance, tu vois. Et le fait de penser à ça, ma mère qui est venue, qui a vu un peu tous ces boxeurs, etc., qui a vu son fils, qui va disputer son championnat du monde, son premier vrai championnat du monde, la ceinture du Glory, qui est juste la ceinture la plus convoitée au monde. Et tu vois, de voir tous ces gens là, tous ces journalistes autour de moi et qui disent, ah, c'est votre fils, ah, bravo, très très bien et tout. Tu sais, elle était fière et moi, ça me faisait kiffer, tu vois, de la rendre fière. C'est juste, tu vois, je pense que c'est le but c'est l'objectif de chaque fils, tu vois, de chaque enfant, de rendre fier ses parents. Et là, en l'occurrence, vu que j'ai que ma mère, et moi, c'est un kiff pour moi de la rendre fière, de la voir là, de voir les gens qui la félicitent. Elle savait même pas pourquoi, tu vois, juste parce que je suis son fils, on la félicite. Et alors qu'à la base, quand je la regarde, je dis, hey, tu voulais pas que je boxe, donc reste tranquille. Tu voulais pas que je pratique ça à la base. Du coup, c'est une anecdote qui me fait kiffer. Et donc, quand elle est venue à la chambre d'hôtel, elle voyait dans mes yeux, tu vois. Je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, ouais, ça va être chaud. Et elle a vu, elle m'a dit, mais je t'ai jamais vu comme ça, c'est bizarre. T'inquiète, ça va le faire. Je dis, ouais, mais là, il est vraiment très, très fort. Elle me dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, non, mais je vais y aller, tu vois, mais il est vraiment fort, tu vois. C'est pas comme les autres où je me la racontais. Non, là, c'est les mecs qui étaient invaincus, tu vois. Donc, je vais y aller, mais elle dit, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Elle m'a encouragé, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit, t'inquiète pas, on est là. Courage, champion. Et elle m'appelle The Best. Elle s'est habituée à mes réseaux. Elle m'appelle The Best maintenant. Et du coup, elle m'a dit courage, The Best, tu vas y arriver, etc. Et du coup, tu sais, une fois que tu as ça, franchement, il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Je suis arrivé dans l'arène. Je sais plus combien, de 20 000 personnes, je crois, dans l'aréna. J'étais le combat juste avant Badrari. Donc, en fait, putain, il y avait des millions de téléspectateurs qui regardaient mon combat. Parce que dans ces millions-là, il y a 3/4 de ces personnes qui attendaient juste le combat de Badrari, tu vois, qui est une star, qui me connaissait pas. Donc, forcément, vu que c'était le combat d'après, forcément, ils étaient devant le mien, tu vois. Et du coup, ils m'ont regardé, mais malgré eux. Putain, j'ai fait une prestation, gros. Je suis arrivé, j'étais pas favori du tout. Je me suis fait
pas hué, mais c'était silencieux quand j'entrais, tu vois. Et quand Niki est entré, c'était la décadence. Wouah, j'entendais le bruit. Four. Ah ouais, je me suis dit, waouh, truc de fou. Et j'entendais la petite voix de ma mère au loin. Ah, allez, champion. Je me disais, oh putain, Bellec, tu te fais pas mêler par tout le monde. Il disait, calme-toi parce que il y a que des gens qui sont hostiles à côté. Et du coup, j'étais concentré. Là, franchement, j'ai déconnecté. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis dedans maintenant. On y va. Tu vois, je suis dedans. Tu vois, je peux pas faire marche arrière. Donc, soit tu donnes tout, soit tu rentres chez toi. Tu vois. Je me suis dit, je vais tout donner. Soit tu donnes tout. À la fin, tu te retrouves par terre. Mais comment tu peux t'en vouloir? T'as tout donné. Tu vois, t'as tout fait. Tu veux dire, tu peux pas te dire, putain, mais c'est peut-être parce que j'ai loupé cet entraînement. Non, t'as tout fait. Tu t'es entraîné, t'as fait tous les entraînements. Tout a été mis en place pour que tu sois au top de ta forme. Tu vois. Donc, si t'as tout fait et que tu perds, c'est comme ça, en fait. C'est que ça devait arriver. Tu vois, le mec était meilleur, tu peux rien dire. Tu vois. Ah ouais. Mais si tu fais les choses à moitié et que tu perds, Et tu t'en veux. mais c'est n'importe quoi, tu vois. T'as perdu ton temps. Fais pas ce sport. Fais pas tout court, tu vois. Que ce soit dans n'importe quel domaine, tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans les études, dans le sport, dans la vie de couple, tu vois, dans la vie familiale. Si tu fais pas les choses à fond, si tu mets pas toutes les chances de ton côté et que ça foire, mais tu sais même pas ce qui s'est passé, en fait, tu vois. Tu peux même pas dire, en fait, parce que t'as pas fait les choses convenablement. Par contre, si tu te donnes à fond dans ta vie de couple et que ça foire, qu'est-ce que tu peux te dire à la fin? Que c'était pas la bonne, tout simplement, parce que t'as tout fait. Tu vois, tu pouvais rien faire de plus. Tu vois, Bien sûr. si tu te donnes à fond dans l'entrepreneuriat, dans ton entreprise, tu fais tout, etc., pour que ça fonctionne et que ça foire, c'est que c'était pas la voie que tu devais emprunter, c'est tout. Et hop, tu changes. Et au bout d'un moment, à force de bien faire les choses, je te garantis que tu vas trouver ta voie et que tu vas arriver à un moment où tu vas te dire, ah, ça c'est fait pour moi parce que regarde, tu vois, j'excelle dans ce domaine-là. Parce que à chaque fois, tu te donnes à fond, tu vois, sans regret. Donc, c'est ça que je me disais. Je me disais, écoute, là, le mec, il est hyper fort et tout. Mais je pensais même plus à ça. Je me disais, hé, là, il est en face de moi. Je le regardais. J'avais dit les pires atrocités avant le combat. Je l'avais chauffé. J'avais dit que j'allais le mettre KO. J'avais dit que j'allais le défoncer, etc. Le mec, il hallucinait. Il se disait, mais c'est un fou, ce mec. Je suis invaincu en 12 combats. Ça fait 6 ans qu'il n'y a personne qui a réussi à me battre. Lui, il arrive. Avec son style de merde, il dit « Je vais le mettre KO ». Putain, les mecs. J'ai eu que un KO dans ma carrière et lui, il dit « Je vais le mettre KO ». Donc le mec, il y croyait pas du tout. Il me prenait pour un tocard, pour un bouffon. Et moi, je me rappelle, à l'époque déjà, j'étais un adepte de Photoshop. Et pour provoquer mes adversaires, à chaque fois, je faisais des montages avant les combats. Et là, je me souviens, j'avais fait un montage. J'avais pris une photo de moi, debout, Superman pose, tu vois, torse bombé, etc., les muscles. J'avais mis la ceinture du Glory à ma taille, tu vois. Okay. Donc premier montage, ceinture du Glory à ma taille. J'avais découpé sa tête et j'avais mis sa tête en sang sur ma main, tu vois, dans ma main droite. Donc en gros, je lui ai arraché la tête. Et j'avais mis un hashtag qui était End of Niki. Tu vois, donc la fin de Niki en français. J'ai mis ce hashtag End of Niki. Les gens. T'es parti loin. Ouais, je suis parti très très loin. Loin. Il m'en voulait, tu vois, il m'a bloqué des réseaux sociaux. Il m'en voulait parce qu'il avait dit que son fils avait vu la photo, etc. Après, bon, je me suis excusé pour son fils après le combat. Mais avant le combat, j'ai dit, je m'en tape, frère. T'as vu ton fils, qu'est-ce qu'il fout sur les réseaux déjà, tu vois. Et j'avais mis ça, tu vois. T'imagines quand même le truc. Toi, t'es là, t'es le taulier, tu vois, t'es le vieux de la vieille, t'es l'ancien, t'as tout prouvé, t'es le champion. Il y a un mec de 24 ans qui arrive, qui fait un montage où il t'a découpé la tête, où il a ta ceinture autour de la taille. End of Niki. Je me dis, il est baisé, ce mec. C'est qui, lui? Donc, le mec dans le ring, je voyais dans ses yeux qu'il voulait me défoncer, tu vois. Et moi, je lui souriais. Tu vois, je le regardais en lui souriant. Et puis, l'arbitre est venu, tac, au centre. Il nous expliquait les règles, etc. Touchez-vous les gants. Il a mis ses gants en arrière, il est parti, il a reculé. Ah ouais, là, je me suis dit, il est déter, il est énervé. Et là, quand j'ai entendu la cloche qui a sonné, hop, déconnexion, j'étais dans mon combat, tu vois. Et je me souviendrai toujours, j'aime bien, tu vois, jauger mes adversaires en prenant le premier coup. Tu vois, j'aime bien prendre le premier coup. Moi, je suis un boxeur qui répond, qui contre. Je suis pas le mec qui va frapper en premier, tu vois. J'aime bien prendre la température. Et du coup, là, j'attendais, boum, je prends le premier coup. Et là, je me dis, putain, il est rapide. Tu vois, parce que j'ai vraiment pas réussi à l'esquiver, celui-là. Et là, j'ai pris le premier jab du gauche.
Je me suis dit, putain, il est rapide. Et c'est là où je me suis dit, putain, ça va être dur. C'est parti. Et là, je me suis dit, c'est parti, on y va. Et je pensais plus à rien. Tu vois. Donc, premier round, j'ai fait mon premier round. C'était bien, moyen, tu vois. Deuxième round, c'était magnifique. Troisième round, je m'envolais. Quatrième round, j'étais en train de le surclasser. À chaque round, je me disais, putain, c'est un truc de fou. Je jouais avec lui, j'esquivais les coups. Je marquais mes points. Ma boxe, elle était vraiment incroyable parce que c'était pas du tout la manière de boxer que j'avais avant. Mais là, j'ai vraiment fait le combat parfait. Pour moi, c'était le combat le plus parfait de ma carrière, tu vois. Parce que j'étais pas très... Tu sais, j'étais pas entraîné, mais j'entraînais un peu tout seul en Belgique, tu vois, à moitié, tu vois, une partie avec Samir qui était le soir, et tout seul le matin, j'allais courir, je faisais mes entraînements tout seul. Et là, j'ai vraiment fait un combat parfait, tu vois, alors qu'à l'époque, j'avais pas la nutrition, j'avais pas tous ces aspects-là, tu vois, j'avais pas d'ostéopathe, j'avais pas les structures que j'ai, la structure que j'ai aujourd'hui. Et j'ai fait un combat parfait, tu vois. Je l'ai surclassé, tu vois. Je le mettais dans le vent, je jouais, je regardais la caméra. Il me mettait un coup, il se loupait, ça me touchait les fesses. Et je me grattais les fesses en disant, ah, ça fait mal. Tu vois, et les gens et le public étaient subjugués, tu vois. Au début, il n'y avait aucun bruit pour moi. Et à chaque round, j'attendais les acclamations du public en ma faveur. Et du coup, je me régalais, en fait. Il faut savoir que moi, dans le combat, quand je m'amuse, quand je ris, c'est là où je kiffe mon combat. Parce que je sais que l'adversaire est déstabilisé et moi, je suis en train de m'envoler. Au final, je fais le 5e round, c'était difficile physiquement. Mais quand même, je suis là, tu vois, je nargue, je fanfaronne. Et je me souviendrai toujours, hein, quand tu regardes le combat sur YouTube, tu entends les commentateurs. Au début, ils se disent Niki, deuxième round, Niki, troisième round. Ah, Cédric, il est pas mal, quatrième round. Putain, mais là, Cédric, 5e round. Ah, on ne sait pas qui a gagné, c'est difficile parce que là, Cédric, il a vraiment. Et hop, le speaker annonce que Cédric Doumbé est le nouveau champion du Glory. Et là, c'est un truc de fou, gros. Ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, je me dis. Ta vie, elle a changé après ce moment-là? Ouais, clairement. Là, c'était la confirmation. C'est-à-dire que, tu sais, il faut savoir que moi, en plus, tu sais, je suis très fanfaron. Donc, qui dit fanfaron, dit détracteur. Tu vois, donc les détracteurs sur les réseaux, c'était un truc de fou. T'en as beaucoup, ouais. J'en ai des tonnes, tu vois. Plus avant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai confirmé. Tout ce que je dis, je le fais. Donc, tu peux pas être détracteur. C'est juste toi t'aimes pas. Tu vois, mais tu peux pas nier que je suis le meilleur. Mais avant, à l'époque, les gens disaient, mais t'es qui, toi, frère? Tu vas battre qui? Le mec, il est invaincu. Voilà, ouais. Et donc, il faut savoir que moi, dans ma tête, j'avais des tonnes de détracteurs. Et quand j'ai gagné, c'était un truc de fou pour moi. Devant ma mère. C'était la consécration, c'est-à-dire que cette ceinture dont je lui parlais depuis des années, cette ceinture dont je parlais aux gens, au public, à mes fans depuis des années, elle était enfin autour de ma taille. Ouais. Et là, j'y croyais pas, j'avais l'impression de rêver. Tu vois, vraiment, j'y croyais pas. Je me souviens avec mon pote qui s'appelle Abdella, qui me suit maintenant depuis des années. On se regardait, on se disait putain, on l'a fait, gros. Tu vois, on l'a fait, on a la ceinture du Glory. Et je sais pas si tu te rends compte, frère. C'est comme quand la France a battu le Brésil à la Coupe du Monde, tu vois. La France qui bat le Brésil, tu te dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est comme quand Zizou, il tente une panenka contre l'Italie dans un penalty à la finale de la Coupe du Monde. Tu te dis, mais c'est pas possible ce qui s'est passé. C'est un truc de ouf. Et moi, j'y croyais pas. Tu sais, moi, mon rituel après chaque combat, je prends mes amis, je prends ma mère, ma soeur, on va tous dans ma chambre d'hôtel. Et on commande à McDo, tu vois. Et là, ou des pizzas. Et là, on était dans ma chambre d'hôtel, McDo, on mangeait. Et là, tu sais, t'as des douleurs aux cuisses, t'as des douleurs à la cheville, t'as un coca. Mais ce sont des douleurs que tu kiffes parce que t'as gagné, en fait. Et je regardais ma mère comme ça, je mangeais mon burger, je la regardais, je dis, putain, j'ai réussi. Et là, elle me regardait, elle me dit, ah, je suis fier de toi. Tu vois. Et je me suis dit, putain, là, je t'en reparle, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ça me fait kiffer de fou parce que ça se voit, tout ça, c'est le travail, en fait, tu vois. Et je suis content. Et c'est pour ça que des fois, quand l'entraînement, c'est hyper dur, tu vois. Je pense que la boxe, c'est le sport le plus dur au monde. Parce qu'il y a tellement de sacrifices pour si peu, au final, au début. Et quand je repense aux entraînements qui sont difficiles, tu sais, je pense juste à ces instants-là, tu vois. Et je me dis, putain, tu vois, pour revivre ça, il n'y a pas de souci, je suis prêt à souffrir encore longtemps, tu vois. C'est quoi les sacrifices que tu dois faire? J'imagine que tu as la diète, mais il y a aussi peut-être et encore, ça, ce sont la solitude. Ça, ce sont des sacrifices vraiment très directs. Hein. La diète, bien sûr que c'est dur, mais tu l'as fait et puis ça passe. Non, je te parle vraiment de gros sacrifices, tu vois. Si tu as une femme, si tu as des enfants, c'est encore plus dur. Là, je vais parler à mon échelle. On va dire, tu as une chérie, tu mets ta vie entre parenthèses, tu vois.
Quand tu prépares un combat de boxe, un championnat du monde, qui plus est, tu mets vraiment ta vie entre parenthèses. C'est-à-dire que tu vis boxe. Le matin, tu te réveilles boxe, tu manges boxe, tu te reposes boxe et tu dors boxe. Tu peux rien faire sans que la boxe vienne interférer dans ta vie. C'est-à-dire que le soir, tu dois aller te coucher tôt. Tu peux pas tarder, regarder la télé avec ta chérie, câlin, etc. Non, faut que tu ailles te coucher tôt. Faut que tu te réveilles tôt. Donc pas de grasse matinée avec ta chérie, etc. Tu te réveilles tôt pour aller t'entraîner. Tu reviens, t'es fatigué. Faut que tu te fasses à manger. Ou alors si t'as une chérie magnifique, elle te fait à manger parce que elle sait à quel point t'es fatigué et que t'as besoin d'aide. Donc tu manges et tu dois faire une sieste. Tu vois. Tu manges pas ce que tu veux. Tu manges vraiment la diète. Tu dois plus le combat approche, plus tu dois t'entraîner dur et moins tu dois manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment éprouvant psychologiquement et physiquement. Et quand tu es en carence, tu verras, tu te renseigneras scientifiquement. Quand tu es en carence, quand tu manges moins, etc., quand tu es en diète, quand tu jeûnes, tu es vraiment à cran. C'est-à-dire que faut pas te parler. Faut pas te parler, faut pas te saouler, faut pas te faire répéter. Moi, il faut pas me parler. En tout cas, moi, je sais que quand je suis en diète, faut pas me parler, faut pas me casser la tête, en fait, tu vois. Faut pas me faire répéter les choses, faut pas me parler pour rien. Et donc, tu vois, déjà dans ta vie de couple, de famille, ça joue, tu vois. T'as des gens qui vont te proposer des trucs à manger, tu vas dire non, arrête de me saouler, je peux pas. Tu vois, t'es à cran, tu vois. Donc ça, c'est l'aspect diète. Une sortie, t'es fatigué. Ouais, une sortie, non, tu peux pas sortir, tu peux pas aller boire un verre avec tes amis, tu peux pas aller à un anniversaire parce qu'il faut que tu dormes, le lendemain tu t'entraînes. Tu peux pas aller au resto avec ta chérie parce que tu peux pas manger des salades du resto avec de la vinaigrette, etc. Non, t'as une diète qui est bien précise. Tu peux pas sortir et t'amuser. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Tes seules sorties sont des interviews. Tes seules sorties sont tes entraînements et c'est tout, tu vois. Ou alors tes visites médicales, c'est tout. Tu peux rien faire d'autre de ta vie. T'es vraiment en autarcie pendant 2 mois non-stop. Tout ça pour un court instant qui sera le combat. Court, tout est relatif, hein, c'est long un combat. Mais par rapport à 2 mois, le combat il va durer 30 minutes, tu vois. Tout ça pour cet instant-là pendant lequel tu dois être performant à fond, tu vois. Donc tu peux pas négliger quoi que ce soit. C'est pas, tu te dis, tu sais, des fois j'entends souvent les gens qui me disent, ah ça va, tu peux manger ça, c'est rien, tu vois. Demain tu cours un peu plus. Mais non, c'est pas comme ça, tu vois. Moi je fais pas, c'est pas un loisir, moi, c'est mon métier, tu vois. C'est un championnat du monde. C'est-à-dire je peux pas me dire bah ok, allez, je me relâche aujourd'hui et c'est pas grave demain, non, parce que chaque jour est une pierre que tu ajoutes à l'édifice, tu vois. Donc s'il y a une seule pierre qui manque, c'est un risque que tout s'écroule, tu vois ce que je veux dire. Et je peux pas prendre ce risque, tu vois. Il y a tellement d'argent en jeu, tellement d'enjeux tout court, tu vois, la notoriété, tout ça. Et en plus, putain, j'ai trop parlé, il faut que je gagne, tu vois. Donc je peux pas négliger ne serait-ce qu'un seul aspect. Donc ta vie, c'est vraiment un gros sacrifice, tu vois. Tu peux rien faire à part vivre boxe, tu vois. C'est pas comme d'autres sports où, je sais pas moi, tu vas t'entraîner et quand tu sors de l'entraînement, moins exigeant. Ouais. Voilà, tu sors de l'entraînement, tu fais ta vie. Et le sport, il reste que à l'entraînement. Alors que non, moi, la boxe, elle me suit partout, tu vois. Ça veut dire que, comme je t'expliquais, mon quotidien, je pense tout le temps à la boxe. À chaque chose que je fais, faut que je pense au combat, tu vois. Si je dors un peu tard, vas-y, je vais veiller un peu aujourd'hui. Je sais que demain, j'aurai 1 heure de moins de sommeil. Donc, si je suis fatigué à l'entraînement, putain, mais est-ce que c'est peut-être parce que j'ai dormi? Et là, ça y est, ta semaine, elle est niquée parce que tu penses à est-ce que parce que j'ai dormi moins? Est-ce que, ouais, le doute s'installe. Ouais, le doute s'installe. Et après, c'est une pierre, en fait, qu'il y a dans les rouages, en fait. Tu vois, c'est un petit caillou dans les rouages. Et tu sais pas si ça va te porter préjudice ou pas. Ouais. Et si tu perds, voilà, tu vas penser à cette nuit que t'as pas faite, tu vois, et c'est relou. Alors que si tu fais tout comme il faut, t'es exigeant avec toi-même. Et bah après, t'as plus de doute et c'est là où t'as la force, en fait. T'es galvanisé, tu sais que tu peux déplacer des montagnes. Ouais. Et moi, c'est ça, tu vois, c'est ce sport-là qui a fait en sorte que je sois aussi exigeant avec moi-même. Tu vois, je te disais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, quelqu'un qui est très dur, très orgueilleux et qui est très exigeant avec lui-même. Et je pense que c'est grâce à la boxe que je suis comme ça, tu vois. Tu sais, je suis rigoureux, je suis très exigeant avec moi-même. Je me tolère pas l'erreur, tu vois. Et forcément, je calque cette exigence sur les gens qui m'entourent, tu vois, mes amis, etc. Moi, en amitié, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Je peux pardonner parce que ça arrive à tout le monde de merder, mais il faut pas déconner, tu vois.
Donc, je suis très exigeant, t'as vu. Même en couple, c'est pareil. Tu peux merder une fois, mais il faut pas déconner non plus, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai développé cette force de caractère. Ok. Et qu'est-ce que tu te dis dans les moments où ça a l'air très simple, tu vois, là, tel que tu le dis, genre, c'est bon, je me prive de ça, je fais tel sacrifice, je mets ça en place, je suis exigeant avec moi-même. Il y a toujours des moments où tu sais, c'est dur, quoi. Il y a toujours des moments où tu te dis, putain, là, j'ai vraiment pas envie, là, j'ai vraiment envie d'aller voir, je sais pas, ma cousine, ma pote, pour juste me détendre parce que j'en peux plus. Là, je pense à 2 moments. Alors, 2 moments, parce que dès que tu m'as dit, il y a des moments où, et là, t'as soupiré, j'ai dit, ah putain, je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, ça m'est arrivé lors de mon. Je crois que t'es gourmand en plus, toi. Ah, de ouf. C'est ce que j'allais dire. En Moi, plus, si tu craques après un combat, c'est genre McDo, c'est que. Ah oui, non, moi, je suis un mec, la bouffe, c'est la vie, tu vois. Je préfère la bouffe à ma famille. Ouais, va pas manger un McDo après, il y a mieux. Ouais, il y a mieux, mais non, même, il faut une pizza ou un McDo, tu vois. En plus, c'est même pas tant le McDo, c'est le moment partagé avec mes potes et ma famille. Tu vois, il y a des mecs, après le combat, ils vont aller en boîte avec des potes pour fêter la victoire. Moi, je fête la victoire avec mes amis et ma famille autour d'un repas, que ce soit dans ma chambre ou au lobby, tu vois, à la réception de l'hôtel. Tu sais, mais c'est vraiment ce moment où on est là et on kiffe ensemble, tu vois. Après, voilà. Moi, les boîtes, tout ça, les soirées, c'est pas mon délire. Je me sens pas à l'aise, tu vois. Et donc, on parlait, il y a un moment où je me dis, putain, j'en ai marre. Donc, la diète, ça, c'est vraiment le main sujet principal. Moi, la main difficulté, pour moi, c'est la diète parce que je suis un gourmand, j'adore manger, etc. La bouffe, c'est toute ma vie. Et tu surmontes comment? Tu te fais un programme et tu réfléchis. Ouais, j'ai un programme, tu vois. Moi, je suis très, comment on appelle ça? Tu sais, très cartésien. Moi, tu me dis, fais A, je fais A. Tu vois, je suis très militaire. Tu vois, j'aime pas les. Tu vois, au début, j'avais une diète qui disait, tu manges 100 grammes de féculents, 200 grammes de protéines, etc. Et tu sais, je suis là, je dis, attends, mes protéines, du coup, je prends quoi? Est-ce que si je prends du poisson, est-ce que. Et après, j'avais dit à ma diététicienne à l'époque, écoute, dis-moi ce que je mange. 100 grammes de riz, je mets du riz. 100 grammes de poisson, je mets du poisson. Saumon, tac, tac, tac. Tu me dis ce que je fais, je le fais. Tu vois. Je suis très militaire, tu vois, parce que pour moi, la rigueur. Fallait pas d'interprétation. Ouais, non. La rigueur, pour moi, c'est très important. Ça a toujours été comme ça à l'ancienne, tu vois. Les valeurs archaïques, tu vois. La rigueur, ça a toujours été comme ça à l'ancienne. Avec nos parents, même dans l'éducation nationale à l'époque, ça a toujours été la rigueur, tu vois. L'uniforme, les profs qui sont très stricts. Et c'est ça qui marche. Aujourd'hui, on est trop laxiste, tu vois. Et c'est. Avec ce relâchement, ça ouvre les portes à n'importe quoi, tu vois. Le relâchement, il est permis que dans l'art. Tu vois, c'est dans l'art que tu peux laisser libre cours à ton imagination. Mais dans le reste des choses, tu dois être très rigoureux. Donc, pour revenir à la diète, il y a des moments où, 1 mois avant le combat, ça commence à être très, très dur. Psychologiquement, je suis dans mon lit et je viens de manger ce que j'avais le droit de manger, donc pas grand-chose. Je suis dans mon lit et j'ai très faim. J'ai envie de manger. Et va t'endormir quand t'as la dalle. Impossible. Ah, c'est dur. Donc t'es là, t'as les yeux ouverts, tu regardes le plafond. Surtout que je me suis entraîné, je reviens, ça fait 2 heures que j'ai fini de m'entraîner. Donc tu sais, quand ton corps sort de l'entraînement, t'as pas vraiment sommeil, tu vois. Et là, je pense à plein de plats de bouffe. Tu vois, il suffit que je sois sur mon smartphone, en train de scroller, et je vois de la bouffe partout. Je suis en route, je rentre de l'entraînement en voiture, je vois des panneaux publicitaires, il y a de la bouffe partout. Et là, je me dis, putain, je suis dans mon lit, je me dis, putain, j'ai envie de craquer. J'ai envie de commander, ou j'ai envie. En plus, moi, à chaque fois que je suis en diète et que j'ai faim, j'ai envie de frites. Juste des frites. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est comme une femme enceinte, elle a envie d'un truc. Moi, ce sont les frites. Que les frites. Tu sais, j'ai vraiment envie de frites. Des frites. Des frites du McDo, des frites, tu vois. Et je suis dans mon lit et c'est très dur. Là, j'en ris parce que pour l'instant, ça va. C'est cool, mais dans quelques semaines, je vais pas rigoler. Je suis dans mon lit et j'arrive pas à dormir. Tu sais que tu as un entraînement le lendemain. Tu sais qu'il te reste encore 4 semaines avec le même régime alimentaire et 4 semaines de souffrance chaque soir. Donc, tu te dis, putain, j'ai envie de craquer. Bon, allez, juste aujourd'hui. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que si tu craques, t'es toujours en retard au niveau de la diète et du poids. Et il faut savoir que moi, je me pèse tous les jours quand je m'entraîne, tu vois. Et chaque jour, je dois voir l'évolution, tu vois. À chaque jour, je dois perdre du poids. T'es ric-rac au moment de passer sur la balance? Non, parce que si je m'y prends bien à l'avance et que je merde pas pendant ma diète, je craque pas à un moment de ma préparation, je suis serein, je sais que j'arriverai au poids, même 1 semaine avant le combat, je serai au poids bien, tu vois.
Et donc, mais ça m'arrivait au début quand j'avais pas de nutritionniste, c'était la merde, hein. Je faisais à l'arrache. J'arrivais une semaine avant, il fallait que je perde 5 kilos en une semaine. Du coup, je me sous-alimentais, je m'hydratais plus et je m'entraînais sans m'hydrater. Enfin, c'était n'importe quoi. J'arrivais au combat, j'étais faible et je gagnais quand même grâce à Dieu. Mais c'était du n'importe quoi, c'était pas pro. Et quand je me suis professionnalisé, c'est là où j'ai compris, tu vois, l'importance de la diète, l'importance de ce carburant, de la nourriture qui te permettait de performer. Parce que tu peux t'entraîner pendant 2 mois, nickel, tu t'entraînes bien, tu rentres, tu manges des frites, mais tu es toujours performant à l'entraînement. Et une semaine avant, il faut que tu perdes 6 kilos. Et là, tu fous en l'air toute ta préparation parce que tu te déshydrates, tu manges plus, tu te sous-alimentes, t'as plus d'énergie, t'arrives au combat, bah t'as plus rien. Ouais, t'es Donc lessive, ta préparation de 2 mois, elle a servi à rien parce que là, t'as plus rien, tu peux pas l'utiliser. Donc c'est ce que je faisais avant et bon, ça a marché quand même parce que avec l'aide de Dieu. Mais aujourd'hui, je me suis professionnalisé parce que il faut savoir que j'ai eu un revers dans ma carrière justement à cause de ce manque de professionnalisme et cette diète qui était pas très sérieuse. J'ai eu un revers et après ça, je me suis remis en question et je me suis pris en main et voilà, j'ai fait la diète convenablement et juste après, j'ai enchaîné les KO. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la base, tu vois, c'était la base de mon truc. Donc, bien sûr qu'il y a des moments où je me dis, j'en ai marre et j'ai plus envie, c'est trop dur. C'est ce moment-là où je suis dans mon lit, j'ai faim, j'arrive pas à m'endormir. Plus les heures passent, plus je serai fatigué le lendemain pour l'entraînement. Mais je peux pas manger, tu vois. Je peux pas m'endormir non plus parce que j'ai trop faim. Et tu dois tenir psychologiquement jusqu'à t'endormir de fatigue et de relâchement. Donc à ce moment-là, c'est horrible. Et tous les jours. Et en fait, le pire, c'est quoi? C'est que tu te dis, je peux tout bien faire, être bien à ma diète, tout bien faire et à la fin perdre. Donc en fait, tu te dis, c'est même pas genre tu révises et à la fin, tu connais les réponses. Voilà, t'avances sur 20. Non, là, tu peux réviser à fond et à la fin, prendre un mauvais coup et perdre. Donc en fait, c'est vraiment aléatoire. Ça se trouve, je suis en train de faire tout ça pour rien. Ça se trouve, je suis en train de me priver, me faire du mal pour peut-être perdre. C'est ça qui est frustrant, tu vois. En plus, j'ai parlé, il faut que je gagne, tu vois. Et donc, il y a ce moment-là où je suis dans mon lit. Et le second moment où je me dis, j'ai envie de tout arrêter, c'est le matin, quand tu te lèves. En hiver, il fait froid, il pleut. Et là, tu dois te rendre au stade, sur la piste, pour courir et faire ton fractionné. Tu te lèves, il est 7h du mat. Ta chérie, elle dort bien, à point fermé. Et ouais, toi, t'as froid, tu dois t'habiller, aller courir tout seul dehors. Il n'y a pas d'équipe, pas de sport d'équipe, de je sais pas quoi. Tu dois juste aller courir. Ah non, il n'y a rien, pas de coach. Tu es tout seul et tu dois sortir, aller courir. Et c'est là où tu te dis, putain, qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce que là, tu as tout qui te passe par la tête. Hein. Tu as toutes les voix qui t'encouragent à rester au lit, à dormir, à pas y aller. Et là, il faut vraiment avoir une force de caractère énorme pour te motiver et te dire, écoute, je fais ça parce que je veux atteindre ce but, je veux atteindre cet objectif. Moi, il y a toujours une sorte d'introspection, une sorte de projection astrale. C'est-à-dire que je sors de mon corps, je me vois moi-même, tu vois, je sors de mon corps, je me vois moi-même et je me dis, où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Plus tard, je vais être un père de famille, respecté, respectable, qui rend heureux sa famille, qui rend heureux sa famille d'avant et sa nouvelle famille, donc ma mère, etc., ma grand-mère, etc., et ma nouvelle famille, ma femme, mes enfants, etc. C'est ça que je veux pour ma famille. Je veux qu'elle soit heureuse, bien, qu'elle manque de rien. Je veux être célèbre par mes faits d'armes, tu vois. Je veux qu'on me reconnaisse, je veux la reconnaissance de tout le monde, qu'on se dise enfin, putain, ce mec-là, il est vraiment talentueux, il est doué, c'est vraiment le boss. Je veux faire des millions. Tu vois, je vais faire beaucoup d'argent pour que ma famille soit bien et pour en faire profiter à ceux qui en ont moins. Mais là, ça passe par quoi? C'est-à-dire que là, t'es debout, tu vois, il pleut, il fait froid, etc. Certes. Mais quand t'entends des témoignages des mecs comme Mohamed Ali, des mecs comme Usain Bolt, des mecs comme Mike Tyson, des mecs comme, je sais pas moi, Schumacher, des champions, des Cristiano Ronaldo qui disent qu'ils sont passés par là, par des grosses galères pour être là où ils sont aujourd'hui. Frérot, tu crois que ça va être facile ou quoi? T'es obligé de passer par là. Et après, quand t'en parleras, tu seras content de raconter ces moments-là à tes enfants. Quand tu seras en train de motiver des enfants, de les encourager à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire parce que c'est dur. Et quand tu leur raconteras ça, là, ils vont te regarder avec des grands yeux et ils vont pas hésiter parce qu'ils vont se dire, putain, mais il faut que je passe par là. Et là, quand je me dis ça, bien sûr que j'ai toujours pas envie d'aller courir, mais je me dis, poto, t'as pas le choix. C'est comme ça, en fait. Si tu veux faire des millions comme t'as envie, si tu veux rendre ta famille heureuse comme t'as envie, en fait, t'es obligé de passer par là parce que t'as rien d'autre, tu vois.
Tu veux faire quoi d'autre là? Aller travailler pour gagner 2000 euros, 3000 euros par mois? Poto, tu seras jamais millionnaire comme ça, tu vois. Alors que là, tu as l'occasion de l'être. Par contre, il faut que tu passes par là. Il faut que tu ailles courir sous la neige. Et là, je mets mes baskets et je vais courir. Et une fois que j'y suis et que j'ai terminé, je me dis, putain, heureusement que je l'ai fait en fait. Parce que j'avais pas envie il y a 1h30. Et là, heureusement que je l'ai fait. Et ça, c'est proche de ton objectif, tous les jours. Une bataille avec soi-même. Tu es là, tu te parles. Des fois, je sais pas si ça nous arrive souvent, on se réveille et on reste assis comme ça sur le lit pendant 10 minutes à regarder dans le vide. Mais moi, c'est ça pendant 30 minutes debout devant ma salle de bain comme ça. Je me dis, putain, est-ce que je vais y aller? Et là, il y a plein de questions, plein de trucs. Tu te parles à toi-même. Au final, tu y vas. Et pendant que tu te parles, tu t'habilles. Et quand tu es habillé, tu sors. Et une fois que tu as commencé, première foulée, deuxième, bah, c'est bon, en fait, tu y es. Et tu le fais. Allez. T'as parlé un petit peu d'argent et tout. T'en veux? Tu veux que je t'en donne? J'en ai assez, t'inquiète. Ah putain, t'es chaud, toi. Et moi, la question, c'est comment est-ce qu'on gagne sa vie dans le kickboxing? Est-ce que en tant que combattant, tu peux gagner assez d'argent? Parce que peut-être on va en parler un petit peu, mais du coup, tu t'intéresses à pas mal d'autres sujets. T'as aussi, tu prévois effectivement de te lancer sur le MMA. Sur le MMA, je pense qu'il y a plus d'argent pour les combattants. T'as fait de la télé-réalité et tout. Est-ce que c'est pour peut-être compléter, parce que dans le kickboxing c'est pas la folie, ou et c'est trop bien de se servir d'un sport pour que ça soit un tremplin pour plein de choses. Et vu que t'as plein d'ambition, je pense que c'est une très bonne stratégie. Mais est-ce qu'on peut en vivre que du kickboxing? Est-ce qu'il y a des athlètes aujourd'hui qui sont... Alors, on ne peut pas en vivre du kickboxing, c'est impossible. Mais Cédric Doumbé a envie. Il n'y a que moi qui peux en vivre aujourd'hui en France. En Europe, non. Il y a Badrari qui peut en vivre. Il y a Rico qui peut en vivre. Et c'est tout. On est 3. Hein. Tu vois, dans le monde, on est 3 champions à pouvoir vivre du kickboxing. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu vois, en France, personne ne va vivre du kickboxing. Il n'y a que moi, tu vois, qui a envie. Parce que j'ai bien réussi à gérer, grâce à Dieu, ma carrière, tu vois, ma notoriété, mon image, etc. Et aujourd'hui, j'ai un salaire qui fait que je suis le seul mec, tu vois, tout sport de combat confondu, hein, on parle même pas de boxe anglaise. Aujourd'hui, il y a Tony Yoka qui peut vivre de la boxe, c'est tout, tu vois. Et après, aux États-Unis, il y a peut-être sûrement aux États-Unis, d'autres après, combattants, parce qu'il y a les sponsors, parce qu'il y a tout ça, donc ils vivent de la boxe. Mais en France, tu vois, et en Europe, en kickboxing, personne d'autre qui vit de la boxe. C'est impossible, tu vois. Et les sources de revenus, c'est quoi? C'est les compétitions, c'est les sponsors, les sources de revenus sont les sponsors et surtout les compétitions. Ma grosse source de revenus sont les combats. Tu vois, quand tu gagnes, tu touches de l'argent. Quand tu combats, quand tu fais un KO, tu gagnes plus. Quand tu combats, tu touches de l'argent. Okay. Alors, selon ton contrat, tu as une prime de KO. Selon ton contrat, tu as une prime de victoire. Okay. Tu vois, il y a une prime, je crois, à l'UFC. Moi j'ai vécu un an en Thaïlande. Et il y avait un Français qui m'a dit que sur certains, dans certaines villes ou dans certains terrains, si tu te prenais des points de suture, t'étais payé plus. Ouais. Plus t'as de points de suture en boxe, non. Non, bah non, sinon j'aurais rien. Hein. C'est toujours mes adversaires qui ont des points de suture. Donc. Non, en Thaïlande, ouais, plus t'as des points de suture, plus t'es payé. Plus t'es payé à certains endroits. Mais ok, du coup. Plus tu mets des points de suture, plus t'es payé. Parce qu'en fait, il y a des coups de coude en boxe thaïlandaise en Thaïlande. Ouais. Donc plus tu mets des points de suture, bah, t'imagines, plus t'as des coups. Putain, vas-y, mets-moi des points de suture. Non, plus t'en mets. Tu vois, plus tu ouvres ton adversaire, mieux t'es payé. Donc non, nous c'est pas ça, c'est pas comme ça. Par contre, on a des primes de KO, des primes de victoire, tu vois. Mais à chaque combat, t'es forcément payé selon ton contrat. Tu vois, chaque combattant négocie son contrat comme il veut, selon sa notoriété, selon ce qu'il rapporte en fait, tu vois. Mais toi, t'as fait plus de 70 combats en pro, j'ai l'impression. Ouais. Là, on va dire ces 3-4 dernières années, t'en faisais combien par an? Je m'en rends pas compte. Ces 3-4 dernières années, ça m'en faisait en moyenne 5 par an. Ok. 4-5 par an. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est hyper important pour toi de le gagner. Parce que si tu le perds, tu gagnes. Ouais, après, de toute façon, gagner, ça, c'est une formalité. C'est-à-dire, je me pose pas la question de si je vais gagner ou pas. Dans tous les cas, je vais gagner. Mais du coup, tu négocies en conséquence en amont. Voilà, c'est ça. Je négocie à chaque renouvellement de contrat, je négocie mes sommes. Et à chaque fois, j'ai gain de cause parce que je fais le taf. Donc, ouais, bien sûr. On peut rien me refuser. Et tu vois, dans tes combats, ça fait partie de ta stratégie, la façon dont tu te comportes avec ton adversaire. Oui et non. À la fois lui mettre un peu, ouais, peut-être tu t'en rends pas compte, mais à la fois lui mettre la pression,
en fait, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu te détonnes dans le monde de la boxe. C'est-à-dire que tous les mecs, ils font les durs, ils regardent droit devant, ils font les méchants et tout. Toi, t'arrives sur le ring, t'as le smile, tu danses, le mec, tu le charries, tu chambres. Et effectivement, tu vois, pour certains, je pense, grands noms, ça doit être peut-être un peu de l'insolence, de l'arrogance, de la provocation, vraiment directe. Et est-ce que ça joue aussi, peut-être pour les... Enfin, pour moi, ça fait partie un peu de la stratégie, tu vois. Mais ça joue aussi peut-être dans la stratégie de Cédric Doumbé, le professionnel qui négocie son contrat et qui doit en vivre, tu vois. Tu vois, enfin, je veux dire, tu fais un peu jaser, j'imagine, tu vois. Ouais, de ouf. Et tu vois, quand tu vas sur les groupes Facebook, on tape ton nom, des fois, il y en a plein qui vont dire, ouais, il est fort, mais j'aime pas trop. Il est agaçant, nanana. Puis d'autres qui disent, mais tu rigoles, il est trop stylé. Ça joue aussi, ça participe un peu quand même à la carrière du professionnel, de se créer une image, de se créer un personnage comme Complètement, parce que, tu vois, je te parlais tout à l'heure de ma phrase qui me suit depuis mes débuts, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Et depuis, c'est resté. Et c'est ça qui a fait que je me démarque et que je me fasse connaître du grand public. C'est parce qu'en fait, les gens, je disais, mais c'est qui ce mec qui vient avec son côté show à l'américaine, fanfaron, trash talking, mais qui a encore rien fait. Et boum, je fais. Et putain, le mec, il le disait depuis des années. Et là, il a enfin prouvé face à Niki. C'est un truc de fou. Il l'a dit, il l'a fait. Tu vois? Et je me souviendrai toujours de cette phrase d'Arnaud Romera après le reportage de France Télévisions, suite à ma victoire. Il a dit, je cite, de point ouvrir les guillemets, Cédric Doumbé l'a dit, il l'a fait, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Cédric Doumbé, à 24 ans, est le meilleur kickboxing au monde. Tu vois? Et ça, cette phrase, elle m'a fait kiffer. Parce que maintenant, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu peux rien dire d'autre, à part c'est le meilleur. Tu vois? Et le pire, c'est que je te l'avais dit avant, mais tu me croyais pas. Mais regarde, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce personnage, oui et non, parce qu'à la base, ça faisait partie de ma personnalité déjà. Tu vois, je peux pas aller en compétition sans mettre un peu de piment. Tu vois, moi, j'aime bien ça quand il y a une petite ambiance, on se chambre, c'est comme une partie de play, tu vois. Quand tu allumes la console, tu dis putain, gros, là, je suis chaud, je te mets 3-0, tu vois. Et ça, c'est exactement pareil pour moi, mais à grande échelle, tu vois. Ouais. Et souvent, les gens ils vont se dire, ouais, non, mais un peu d'humilité, etc. Mais non, parce que quand toi, tu vas jouer à la play ou au Uno avec ton pote, tu lui dis que tu vas le battre. Tu vois, et moi c'est exactement pareil, sauf que c'est la boxe, tu vois. Donc c'est peut-être pour toi c'est plus gros, c'est plus sérieux, etc. Mais pour moi c'est pareil, c'est un jeu, tu vois, c'est un kiff. Alors moi j'en jouais au début parce que ça me faisait kiffer, et maintenant je le prends très au sérieux cet aspect-là parce que justement ça déstabilise les adversaires, parce qu'ils se disent putain je vais le défoncer, il m'a manqué de respect, etc. Ils prennent ça comme un manque de respect, alors que moi à aucun moment je suis vulgaire, à aucun moment je vais attaquer la famille, à aucun moment je vais manquer de respect tout simplement, tu vois. Je vais toujours rester dans le cadre sportif. Mais certains le prennent comme un manque de respect et surtout, du coup, ils sortent de leur gond. Et ça, c'est tout bénef pour moi parce que du coup, un boxeur qui sort de ses gonds, c'est un boxeur qui n'est pas concentré. Un boxeur qui n'est pas concentré, c'est un boxeur qui fait des erreurs. Et si tu fais des erreurs face à moi, tu finis par terre. Donc moi, c'est tout bénef pour moi. Alors maintenant, aujourd'hui, ils ont compris mon personnage, ils ont compris qui j'étais. Donc forcément, ils prennent moins les choses au premier degré. Mais tout dépend du profil de chaque adversaire, tu vois. Là, tu peux t'adapter aussi. Ouais, je m'adapte. Il y a des combattants avec qui je suis arrivé, c'était la rigolade, parce que les mecs, ils n'entraient pas dans mon jeu, tu vois. J'ai testé un peu la chambrette, ils rigolaient avec moi, c'était là. Il y a des combattants avec qui on a dansé à la fin du combat, on a fait un petit pas de danse et tout, etc. Parce qu'ils kiffaient eux-mêmes mon délire, tu vois. Donc, tout dépend vraiment de l'adversaire. Moi, je m'adapte et c'est ça que le public kiffe, parce que autant il me kiffe quand j'arrive à la peser front contre front, ça se bagarre un peu, ça se chambre. T'aimes bien ce moment-là d'ailleurs? Ouais, moi c'est du show pour moi. Moi je suis un acteur, je suis un comédien. Moi quand il y a des caméras, quand il y a un public et que je suis sur une scène, moi c'est kiffant pour moi. C'est pas le combat encore, donc moi il y a aucun stress, moi je m'amuse, tu vois. Et donc ce que je disais c'est que que ce soit le public kiffe. Le Cédric qui arrive front contre front, énervé, etc., sa chambre. Et là, ils se disent, putain, on a hâte d'être à demain pour le combat. Comme il kiffe aussi le Cédric qui arrive, qui check son adversaire, ça rigole, accolade, je prends le micro, je fais une petite blague sur mon adversaire, etc. Et on rigole, respect, on se serre la main. Le public kiffe parce qu'ils savent quand même que demain, ils auront quand même un gros spectacle. Donc en fait, tu vois, je me force vraiment pas. Les gens pensaient que c'était fait exprès pour déstabiliser mon adversaire. Non, ça fait partie de moi, je le fais parce que je kiffe. Si ça déstabilise l'adversaire, tant mieux. C'est vraiment au feeling, tu vois. C'est vraiment cet aspect-là. C'est un personnage que je me suis construit
par la force des choses. Ouais, mais c'est aussi déstabilisant pour l'adversaire, tu vois. Tu sais pas face à quel Cédric tu vas tomber. Est-ce que tu vas tomber sur le chambreur? Est-ce que tu vas tomber sur Tout dépend de l'adversaire. détente? Moi, comme je t'ai dit, hein, dans le ring, c'est comme dans le ring. Je prends le premier coup et je m'adapte. Et ben dans la vie, c'est pareil. Et dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tout dépend de comment il est, tu vois. Si le mec, il est cool, tranquille, je suis cool, tu vois. En fait, je vais lancer un tacle sur le réseau. Si je vois que le mec, il est cool, il est en mode rigolade, bah, je m'adapte. Tu vois, je vais pas continuer dans mon délire. Mais si je vois que le mec, il s'énerve, oh putain, magnifique. Je vais continuer dans mon délire, on va tout faire pour l'énerver, tu vois. C'est comme dans la vie de tous les jours, tu vois. Si je vois que quelqu'un me prend doucement, bah, je vais y aller doucement avec lui. Si je vois que quelqu'un veut utiliser la force avec moi, bah, il va jamais gagner parce que moi aussi, je vais utiliser la force, tu vois. Ouais, tu cherches un peu le point faible et puis si tu le trouves, t'appuies dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu et ça. s'il y a rien et c'est cool, bah, on est cool. Ouais. Et tu te vois comment, toi, dans 10 ans? Parce que là, t'as fait un peu de télé-réalité. D'ailleurs, pourquoi tu t'es... Bon, je pense que le côté comédien, on a compris et tout. Donc, c'était peut-être pour te chauffer un peu là-dessus et voir découvrir un peu cet univers. Mais tu te vois comment, dans 10 ans? Dans 10 ans, très exactement, j'ai 28 ans, 38 ans. Wow, t'es malade, j'ai 10 ans. Je me vois avec 3 enfants. 3 enfants dans 10 ans. Je me vois marié, bien sûr, à la base. Marié, 3 enfants, je me vois millionnaire. Je me vois millionnaire. Et quand je te dis millionnaire, parce que c'est rien, millionnaire. Non, donc je me vois millionnaire à la base. Je me vois star international, tu vois, champion de l'UFC, star incontesté, premier combattant au monde à avoir été champion de kickboxing et champion de MMA. Le mec, il a surclassé les 2 disciplines, il est trop fort. Légende dans le combat. Le mec tout talent qui transforme en or tout ce qui touche parce que le mec, il a été une star dans le combat. C'est un sportif hors pair, il est comédien, il est comique sur scène. Le mec, il sait tout faire, tu vois. Mannequin, des fois. Mais tu vois, si tu devais choisir, par exemple, entre être une légende, être la légende des sports de combat en France et, par exemple, et les millions, tu vois. Si tu devais en choisir un. Et les millions? Ouais, si tu devais choisir entre les deux. Genre, tu peux être une légende, mais avec pas un rond, ou tu peux avoir les millions, personne te connaît et on t'oublie. Sans hésitation, la légende. C'est vrai. Bah ouais, parce que l'argent, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Moi, quand je te parle de millions, là, c'est pas juste pour dire « Oh, je suis millionnaire, c'est terrible. Oh, je vais m'acheter telle voiture, tel train. » Non, moi, quand je te parle de millions, c'est vraiment pour que je ne manque de rien et que ma famille ne manque de rien. Après, le reste, si je vais pas m'amuser à faire des dingueries, des folies, etc., le reste, je vais en faire profiter à ceux qui en ont le plus besoin, tu vois, que ce soit le reste des membres de ma famille, parce qu'on a toujours une très, très, très grande famille, ou alors des gens qui sont pas de ma famille du tout, dans des causes qui me tiennent à cœur, etc., mais en faire profiter aux gens, parce que je sais que je suis quelqu'un de très intelligent, et je sais que cet argent, je vais bien l'utiliser. Donc je préfère qu'il soit dans mon compte à moi, que dans le compte d'un mec qui prend de la coke tous les jours et qui kiffe les voitures de sport, tu vois ce que je veux dire? Je préfère que ce soit dans mon compte à moi, donc c'est pour ça que je te parle d'argent. Mais je me lève pas tous les matins en me disant putain, vas-y, j'aurai de l'oseille, pète de baraque. Non, tu vois, moi, l'argent, c'est un moyen pour arriver à mes fins. Mais la vraie motivation, c'est pas ça. Donc si tu me dis de choisir entre être quelqu'un de reconnu, respecté et respectable, ou alors quelqu'un de très très riche, bah, sans hésitation, tu vois, moi je m'en tape, moi, de juste l'argent, tu vois. Tu sais, en plus, il y a une phrase de Jésus qui dit « Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis. » T'inquiète, ça marche. Donc, une fois que tu as entendu ça, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Ah ouais, bah, je veux pas être riche alors. Donc, tu vois, et moi qui suis très religieux, bah non, l'argent, c'est pas une fin en soi, tu vois. Ouais. L'argent, vaut mieux être riche dans le cœur que riche sur terre. T'as parlé de cause, et du coup, ça va être peut-être le dernier sujet un petit peu de ce que l'heure tourne. Ouais. Et on a été très bavards tous les deux. Mais t'as parlé de cause, et tu vois, quand j'ai eu David, du coup, d'ailleurs, je l'ai toujours pas remercié, et j'en profite pour remercier David de nous avoir mis en relation, et il m'a dit que tu comptais là préparer quelque chose pour la journée internationale contre les luttes faites aux femmes. Les luttes faites aux femmes.
Ouais. contre la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Pardon, excuse-moi. Tu vois, je me suis pris trop de punchlines. Donc exactement. Et pourquoi tu as choisi cette cause? Est-ce que tu peux expliquer un peu le projet? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause? Alors, très rapidement, le projet, c'est une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes aujourd'hui, qui est malheureusement encore un sujet aujourd'hui, que ce soit les violences physiques ou verbales. Et c'est un sujet qui me touche, qui me tient beaucoup à cœur. Là, on est sur un projet de grosse vidéo qui va durer un spot en fait, qui va durer 2 minutes, un spot ou 2 ou 3 minutes de sensibilisation qui est censé passer même à la télé, tu vois. Et le fait que ce soit Cédric Doumbé, champion du monde de boxe, qui lutte contre les violences faites aux femmes, tu vois, un boxeur dont le métier est de frapper, qui lutte contre les gens qui frappent les femmes. C'est poignant, tu vois. D'habitude, on a des femmes qui sont ambassadrices de ce genre de cause. Et là, de voir un boxeur ambassadeur de cette cause, c'est magnifique. Alors ça, c'est le premier aspect. Ensuite, pourquoi? Parce que il y avait 2 sujets qui me tenaient vraiment à cœur. Tu vois, toutes les luttes, hein, en fait, je suis pour toutes les luttes contre les violences, toutes les injustices. Mais il y a vraiment 2 choses qui me tenaient vraiment à cœur et il fallait que je sois engagé. Tu vois, il fallait que je me serve de ma notoriété, de mon aura, de mon rayon, de mon champ d'action pour justement... il fallait que je me serve de ma notoriété pour, comment on dit ça, pour mettre ça en... Pour mettre du sens, pour... Non, pour... en gros, que je me serve de mon autorité pour aider justement, pour aider une cause, etc. Tu vois, qu'elle soit utile en fait, tu vois. Bien sûr. Et 2 choses qui m'animent, les enfants et les femmes. Les enfants et la famille, tu vois. Et la seule chose qui m'anime, pour moi, le seul but dans ma vie, c'est la famille et Dieu, dans un premier plan. Et dans la famille, les femmes et les enfants. Donc, au début, on a pensé aux enfants, tu vois, les orphelinats, les choses comme ça, tu vois, l'adoption, etc., etc. Et je lui ai dit, il y a une autre chose qui m'anime, c'est la femme, tu vois, les violences féminines. Tu vois, faut savoir que moi-même, quand je suis au cinéma et qu'il y a une scène de violence, tu vois, conjugale ou autre, mais envers une femme, je peux pas acheter, je détourne le regard et ça m'énerve, mais j'ai le sang qui bout directement parce que je peux pas concevoir, tu sais, ça me met vraiment hors de moi. Et quand on a abordé ce sujet-là, des violences faites aux femmes, on a tout de suite tilté, on s'est dit, putain, mais c'est de ça dont il faut que je parle. Parce qu'en plus, ça a son sens, tu sais, le mec, le boxeur qui est là, qui lutte contre les violences, enfin, ça parle aux gens, tu vois. Et c'est ça qui va vraiment marquer les esprits choqués. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là. Okay. T'as vu le spot de L'Oréal, là, qu'ils ont sorti il y a 2 semaines sur, alors c'est plutôt sur le harcèlement de rue, tu vois. Attends, peut-être que j'ai vu, mais ça parle de quoi ? C'est des scènes un peu, tu vois, qui se passent dans le bus, qui se passent dans un ascenseur ou quoi, où tu vois des petits gestes, tu vois. C'est pas explicite. Exactement, c'est pas explicite, c'est pas des coups, c'est pas des mots, tu vois juste des petites images, des rapprochements, des petits trucs. Ouais, des trucs. Et ça commence comme ça. Et en gros, c'est un peu la voie, exactement, ça commence comme ça. Et c'est un peu le sujet du truc. Et du coup, tu vois des personnes qu'osent intervenir et juste en faisant des trucs tout bêtes. Parce que tu vois, juste se mettre entre la personne ou juste regarder ou juste détourner l'attention de l'agresseur, tu vois. Et j'avais trouvé ça très bien fait. Ouais, ils ont été bons, quoi. Mais cool. On peut sortir l'épisode au moment où ça sort. Je crois que c'est le 25 novembre, si je dis pas de bêtises. 27. Ouais. Bon, on va se caler, on va sortir ça la même semaine, comme ça il y aura un peu de teasing et il y aura de l'écho. Ouais. Mais trop cool. Mais en tout cas, c'est bien. Tous les sportifs ne s'engagent pas. Ouais. Et c'est bien de prendre du temps et de pouvoir mettre un petit peu des valeurs là-dessus. Donc merci à toi. La toute dernière question vraiment du podcast. Ah oui, attends, il y a un truc qui vient de me revenir. Vas-y. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, de mettre à profit ma notoriété, de mettre à profit, c'est ça que je cherchais. Je voulais mettre à profit pour cette cause. Ok, bien joué. Et la toute dernière question que je pose, c'est un petit peu, tu vois, il y a le passage du flambeau olympique. C'est un peu une métaphore, c'est le passage de micro. C'est à qui tu donnerais le micro pour un prochain épisode du podcast? Toute discipline confondue. Ouais, toute discipline confondue. À qui? Quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'impressionne, qui t'inspire.
qui m'inspire, personne à part moi-même. Donc, je peux pas me donner le micro. Donc... Il n'arrête jamais. Même après 1h20 d'interview, il est toujours là. Quelqu'un à qui je donnerais le micro. En gros, quelqu'un que j'aimerais bien entendre. Hein. L'histoire d'une personne que j'aimerais bien écouter. Ce serait, pourquoi pas... Bon, il y en a plusieurs, hein, putain. Vas-y, balance. Du micro. Ça peut être des gens que tu connais pas. Écoute, je connais des idées. Depuis très peu, il y a un ami qui s'appelle Raphaël Tronchet. Ok. Champion de France de boxe anglaise et champion intercontinental de boxe. Il s'appelle Raphaël Tronchet, qui m'a raconté son histoire. Là, on s'est rencontrés il y a une semaine, même pas. Et ça fait 2-3 semaines qu'on se connaît. Ouais. Et il m'a raconté son histoire, tu vois, notamment ce fameux pseudo-combat contre Tony Yoka. Et son histoire m'a parlé, ça m'a plu un peu. Tu sais, c'est un boxeur atypique, tu vois, chef d'entreprise à la base, qui fait pas du tout de boxe pour vivre, parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut. C'est vraiment la boxe, c'est vraiment une passion, un loisir pour lui, et il est bon. Donc, ouais, Raphaël Tronchet, j'aimerais bien écouter, tu vois. Ok, ça marche. À ton micro. Écoute, je connais pas du tout, donc belle recommandation, tu vois. Voilà. Ok, top. Écoute, merci Cédric. C'était un grand plaisir. On est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Je vois que tu as toujours autant de réparties, même au bout d'une heure et demie. Ah ouais. On est dimanche, donc je vais te laisser un petit peu tranquille et te laisser un peu te reposer et kiffer en famille. Kiffer tranquille, exactement. Ouais, salut Cédric. Merci à toi. Salut. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!